Le 25 mars 2026, à l'Assemblée générale des Nations unies, la République du Ghana, représentée par son président, John Mahama Dramani, a introduit victorieusement une résolution faisant reconnaître la traite négrière qui s'est déroulée entre le 15e et le 19e siècle comme étant le plus grave des crimes contre l'humanité. Il se trouve cependant que 123 pays ont voté pour cette résolution. 3 pays ont voté contre cette résolution, à savoir les États-Unis, l'Argentine et Israël. Et il y a 52 pays, quant à eux, qui ont choisi de s'abstenir. Comment comprendre ce vote? C'est la question que nous nous posons in fine aujourd'hui. Ce sont des millions de personnes qui ont trouvé la mort lors des captures de razzia dans le continent africain, qui ont été éliminés lors des traversées dans les infects navires sur l'océan Atlantique. Ce sont des millions de personnes qui ont trouvé la mort dans les plantations de canne à sucre, de coton, de tabac, dans les mines d'Europe et d'Amérique où elles travaillaient à la réalisation de l'accumulation capitalistique occidentale. Il y a un très beau livre que je cite toujours, c'est le livre d'Eric Williams, Capitalism and Slavery, dans lequel il établit de manière incontestable que la puissance économique des États-Unis, la puissance économique de l'Occident en général, ne saurait s'expliquer sans l'exploitation abusive, brutale et criminelle de centaines de millions de Noirs pendant ces près de 5 siècles. Donc, en fait, on devrait s'attendre à ce que la totalité des pays des Nations Unies votent une telle résolution qui est de bon sens. Mais il y en a 3 qui se sont opposés. Les États-Unis, Israël et l'Argentine. Pourquoi? Mais les États-Unis, Israël et l'Argentine sont 3 pays qui se caractérisent par des politiques ségrégationnistes pratiquées contre des populations dans leur propre territoire. Aux États-Unis, on sait très bien que le phénomène George Floyd persiste. Les discriminations envers les populations américaines d'origine africaine sont classiques, elles sont légion. C'est le cas en Israël avec la population palestinienne, mais également envers la population africaine. Car les Africains israéliens ont fait l'objet d'un traitement démographique, d'ailleurs parfois scandaleux, lorsque par exemple on s'est permis de stériliser les Africains israéliens pour les empêcher de croître démographiquement, selon les lois de la nature, à l'intérieur de la société israélienne. Quant à l'Argentine, c'est également une terre de révisionnisme et de négationnisme. Milei représente une oligarchie animée d'une idéologie de suprémacisme blanc et de négationnisme envers la composante africaine de la population argentine. Donc en fait, les 3 pays qui ont voté non contre cette résolution se trouvent être des pays qui pratiquent et qui ont pratiqué et qui continuent à pratiquer tout naturellement une politique de discrimination ouverte envers les Africains. Mieux encore, ce sont des pays qui ont souvent été de très grands soutiens du plus grand pays discriminatoire que l'Afrique ait jamais connu au XXe siècle, à savoir l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc, voilà ce qui nous permet de comprendre, pourquoi des pays qui n'ont pas renoncé à la discrimination anti-africaine votent contre cette résolution. Les 52 abstentionnistes ne sont ni plus ni moins que de la même nature que les 3 négationnistes, révisionnistes. L'abstentionnisme de l'Union européenne, dont la plupart des pays constituent les 52 abstentionnistes, n'est rien d'autre en fait une caution implicite, à une domination implicite, du racisme pro-occidental contre les populations africaines. Et c'est donc en réalité dans le néocolonialisme, l'impérialisme et le racisme persistant de l'Occident qu'il faut trouver les raisons de ce comportement scandaleux. Se sont succédés là, sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, les plus grands Africains de l'histoire. On avait là-bas Muammar el-Kadhafi, on avait Jomo Kenyatta, on avait Ahmed Sékou Touré, on avait là-bas Barthélemy Boganda, on avait Ruben Umnyobe, on avait Nelson Mandela, on avait Sam Nujoma, on avait Agustin Neto, on avait Julius Nyerere, on avait Samora Machel, on avait Amilcar Cabral, on avait Thomas Sankara. Sur cette tribune des Nations Unies, on avait Jerry John Rawlings, quelques-uns des plus grands Africains, Gamal Abdel Nasser et j'en passe. Patrice Emery Lumumba se sont succédés à la tribune des Nations Unies pour revendiquer cette chose évidente qui date de la période de la Société des Nations, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
En réalité, la souveraineté des pays africains dépend essentiellement des luttes des sociétés civiles, des élites politiques, des forces vives des nations africaines pour construire des puissances. Et c'est dans cet esprit que l'Alliance des États du Sahel a été fondée. Constituer une puissance qui puisse peser, justement, non seulement socialement, mais également économiquement, mais également stratégiquement, mais également peser diplomatiquement, afin d'obtenir un changement des règles de l'organisation politique internationale. L'Afrique ne doit pas compter sur l'ONU pour sa souveraineté intégrale. Elle doit compter sur la construction de ses leviers de puissance sociale, de puissance économique, de puissance sécuritaire, de puissance géostratégique, géopolitique et diplomatique. Voilà la voie, du salut pour l'Afrique, la lutte. Enfin, abordons dans cet échiquier africain du 27 mars une dernière question. Comment expliquer l'acharnement de la France contre le gouvernement panafricaniste du Niger et plus largement contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Il me semble qu'on ne peut pas comprendre cet acharnement si on n'a pas compris que le modèle économique que la France s'est donné depuis les années coloniales jusqu'à ce jour, ce modèle n'a pas été changé. La France a conçu son équilibre social, économique, politique, géopolitique, son équilibre diplomatique sur le principe de l'exploitation continue des richesses des pays africains. C'est cela qui a été matérialisé dans les accords de coopération et de défense des années 50, 60, 70. Ces accords asymétriques, absolument injustes, garantissent à la France la mainmise sur l'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le bois, le cobalt, bref, sur toutes les richesses stratégiques des pays africains. Et le mécanisme du franc CFA lui permet de se les faire, fournir à vil prix, en déguisant le tout derrière une aide, française au développement africain, qui n'est rien d'autre que le fait de prêter l'argent des Africains aux Africains avec taux d'intérêt. Donc c'est le modèle économique français qui est en cause. C'est lui qui a été le moule dans lequel l'élite politique française a été éduquée. Or, l'Alliance des États du Sahel est en train d'opérer un mouvement de reprise en main de la souveraineté de l'Afrique sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain culturel, sur le terrain politique. C'est exactement le mouvement contraire du principe néocolonialiste français. De telle façon que l'équilibre de la France dépend du déséquilibre de l'Afrique. La richesse et la puissance de la France dépendent de l'appauvrissement et de l'affaiblissement de l'Afrique. Le président Jacques Chirac, ancien président français 2 fois élu, l'a reconnu en disant on oublie souvent une chose, c'est qu'une bonne partie de l'argent que nous avons dans notre poche, en France, provient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et qu'il faudrait songer à rendre cet argent aux Africains si on veut éviter les pires convulsions dans les siècles à venir. Je cite presque de mémoire le président Chirac. Pour ce qui est donc du Niger, on comprend encore mieux l'acharnement français. Toute la politique énergétique de la République française, en matière notamment de fourniture en électricité, a été bâtie sur l'exploitation gratuite de l'uranium nigérien. La mainmise de la France sur l'uranium nigérien était telle que la France s'était même autoproclamée pays producteur d'uranium, alors qu'elle n'a pas une once d'uranium dans le moindre de ses sols métropolitains. Donc, à partir du moment où le président Abdourahmane Tiani et le Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger ont décidé de reprendre en main, de nationaliser les ressources énergétiques du Niger, l'un des pays les plus appauvris d'Afrique et pourtant l'un des pays les plus riches en potentiel économique, ils ont porté un coup fatal à la mamelle nourricière énergétique française qui, à travers Areva et par la suite Orano, se servait allègrement dans l'uranium nigérien et qui était revendu à un prix largement supérieur au prétendu prix d'achat auprès de l'État du Niger. Donc en fait, c'est tout le modèle énergétique français qui est remis en cause par le retour en souveraineté des Africains dans l'Alliance des États du Sahel et tout particulièrement dans la République du Niger du président Abdourahmane Tiani. Il est donc temps de comprendre que la souveraineté de l'Afrique passera forcément par l'affaiblissement des puissances néocolonialistes et impérialistes. C'est la loi de l'histoire. On ne peut pas tout le temps avoir le beurre et l'argent du beurre.